subjugué par cette table ronde sur les déchets d'atelier. C'est vrai que le titre, au départ, est pas très rigolo. Mais on a plein de choses à vous dire hyper intéressantes et vous risquerez même d'être surpris par ce qu'on va vous annoncer tout à l'heure. Donc, table ronde dédiée aux déchets d'atelier et à l'ensemble des bonnes pratiques. La bonne pratique pour moi consistant à dérouler les diapos également. Pour les gérer au mieux dans les ateliers, bien sûr. Pour en gérer de plus en plus et surtout en pensant probablement à la suite de la vie des déchets, à la fin de vie des déchets. Vous verrez que certains déchets sont réemployables et certains, on ne s'en doute même pas. Et on va apprendre plein de choses ensemble avec nos intervenants. Aurélien Dumarche, vous êtes responsable à gauche, hein, vous êtes responsable à droite en regardant la scène. Vous êtes responsable commercial national chez Chimirec, acteur majeur de la collecte des déchets dangereux ou non dangereux. À côté de vous, Aurélien Bernaudot, vous êtes de la société Calix Conseil, vous êtes un prestataire spécialisé dans la prise en compte, voilà, on a les photos en même temps, des exigences réglementaires, les formations, la refacturation des déchets d'atelier aux clients finaux. Le mot refacturation, c'est très important, vous verrez en fin de cette table ronde quelles sont les meilleures pratiques pour éviter peut-être des amendes ou parfois pire. Bon, des redressements fiscaux, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, ça peut exister. À côté de vous, André Zafiro, vous êtes directeur général de Cyclevia. Cyclevia, c'est un éco-organisme dans le cadre de la nouvelle filière REP, dédiée aux huiles usagées et aux lubrifiants. La REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Votre éco-organisme est né en 2021, vous nous direz ce que c'est en quelques mots, et vous avez débuté vos activités en 2022. Et à côté de vous, Emmanuelle Sau, vous êtes directrice commerciale industrie chez Praxi, acteur reconnu de la collecte des déchets également non dangereux et dangereux. Voilà. Nous allons voir ensemble 4 sujets. Tout d'abord, on fera le point sur les déchets dangereux, les bonnes pratiques, les gestes pour préparer un recyclage efficace. Donc ce sera avec vous Aurélien Dumarche. On prendra ensuite le cas pratique justement des huiles et on verra quel est le rôle de l'éco-organisme. On se posera la question de savoir qui finance et comment, pourquoi la collecte est gratuite pour les professionnels. Hein, et elle est gratuite que pour les réparateurs, elle est payante pour tous les acteurs de la chaîne ensuite, en tout cas pour le producteur, voilà, qui finance. Et les perspectives d'évolution, donc avec vous, André Zafiro de Cyclevia. Et puis on parlera des déchets non dangereux, avec vous, Emmanuelle Sau de Praxi, le tri, les 5 flux, les 7 flux, le suivi des déchets, et puis alors les nouveautés, notamment autour des textiles et des déchets compostables, c'est ça ? Ah, les biodéchets. Bon, ça encore, ça va être intéressant, même si on a l'impression que ça va être une contrainte de plus. Et puis enfin, on verra la refacturation des déchets avec vous, Aurélien Bernaudot de Calix Conseil. Bienvenue à vous, messieurs. Prenez place. Et on commence. On n'avait pas commencé, on faisait juste l'introduction. Aurélien Dumarche. Tout d'abord, on va parler des déchets dangereux. Vous allez nous rappeler ce que sont les déchets dangereux. Et simplement, le sens de votre propos, c'est de dire qu'ils doivent être bien triés. Parce que trier, c'est un lieu commun. Tout le monde pense savoir trier. Sauf que vous voyez qu'il y a beaucoup de mélange, assez souvent. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que la gestion des déchets dangereux, elle date pas d'hier, puisque la première réglementation, elle date de 1975, qui a été ensuite complétée par une réglementation en 92, puis 2002, et ensuite la partie bordereau de suivi de déchets avec la dématérialisation qui date maintenant d'il y a quelques années, mais qui est assez récente. D'un point de vue automobile, aujourd'hui, le réparateur trie beaucoup mieux qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Les derniers chiffres d'ailleurs donnent en 2010 à peu près 10 000 garages automobiles qui triaient leurs déchets. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000 et si je prends l'exemple notamment du filtre à huile, on a doublé en l'espace de 10 ans les gens qui trient bien ce déchet-là. C'est un déchet assez simple qu'on retrouve partout, dans tous les garages, mais finalement le tri il y a 10 ans, les gens le triaient, mais probablement pas dans la bonne filière. Donc l'objectif étant vraiment de respecter les règles de tri, puisque dans la gestion des déchets, pourquoi on demande de ne pas mélanger, puisque derrière on va dans une grande partie donner une seconde vie à ces déchets, soit sur de la valorisation matière, soit sur de la valorisation énergétique, et puis après on a aussi des opportunités de réemploi de certaines matières. Qu'est-ce qu'on valorise le mieux dans les déchets dangereux ?
Valoriser matière, j'entends, parce qu'énergétique, ça veut dire qu'on brûle. Hein, oui, alors aujourd'hui, dans la valorisation matière, dans les déchets les plus connus, je citais tout à l'heure les filtres à huile, on arrive à les régénérer, à les trier et à séparer la fraction métallique, la fraction papier filtrante et la partie huile pour ensuite les renvoyer sur des unités spécialisées et du coup faire de la valorisation matière sur une grande partie. Sur le liquide de refroidissement, on va pouvoir faire de la régénération à hauteur de 99%. Le liquide de refroidissement, on le régénère, et il redevient du liquide de refroidissement neuf. Et ensuite, ça repart effectivement chez des formulateurs qui sont eux capables de leur redonner leur propriété initiale. Donc il y a une vraie valeur. Aujourd'hui, le liquide de refroidissement ne revient pas dans le monde automobile pour être réutilisé en tant que tel, mais on a de plus en plus de constructeurs qui se rapprochent de nous justement pour aller le réintégrer en matière dans la première monte notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les aérosols? Parce que pareil, là, on peut mélanger. Alors les aérosols aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on va les collecter. C'est des gaz sous pression, donc avec un risque un peu plus élevé. Donc aujourd'hui, il y a un procédé qui permet du coup de récupérer les gaz et de traiter du coup l'aérosol sur la partie métallique. Dans les ateliers, il y a un bac spécial pour les aérosols. Dans les ateliers, de toute façon, chaque déchet a son contenant. Qui est fourni par vous. Qui est fourni par le collecteur en place. Oui. Donc oui, l'objectif de bien trier la matière, c'est éviter un surcoût lié au tri. Et le deuxième élément, c'est optimiser la valorisation des produits. Puisque quand on trie mal, du coup, c'est la moins bonne filière qui va être utilisée dans le traitement du déchet. Est-ce qu'il y a une conséquence économique pour le réparateur à mal trier ? Bien sûr. Laquelle ? Aujourd'hui, le prix de traitement des déchets, il peut être multiplié par 10 entre la typologie de déchets qui est traitée. Donc si vous triez mal, en gros, c'est le prix le plus élevé qui prend dessus. Qui va être facturé derrière. Qui va être facturé au réparateur, parce que c'est savions-nous. C'est la plus mauvaise, c'est du coup la plus mauvaise technologie qui peut être utilisée, plus un coût de tri, puisque s'il y a un danger pour l'humain au moment d'envoyer en centre de traitement, on va devoir faire un pré-tri de ces déchets-là, et donc. C'est-à-dire qu'à la fin, on aura toujours quelqu'un qui va faire le geste qu'aurait dû faire le réparateur, ça a un coût. Oui, aujourd'hui on est obligé de faire des contrôles à réception, notamment sur les déchets solides, c'est un contrôle visuel. Sur les déchets liquides, là ça va être un contrôle un peu plus poussé, puisque visuellement on peut pas forcément faire une différence entre un mélange entre de l'huile et du liquide de refroidissement. Si je prends l'exemple des huiles, donc là il y a un contrôle beaucoup plus poussé. Mais sur les déchets solides, si vous mélangez aujourd'hui des filtres à huile avec des liquides, avec des aérosols, si je reprends l'exemple, il va y avoir un vrai impact. Puisqu'aujourd'hui, nous, par exemple, on est propriétaire de 2 outils de traitement des filtres à huile sur lesquels on fait de la valorisation. Si vous mettez de l'aérosol dedans, en gros, au moment d'être broyé, l'aérosol peut exploser avec un risque de départ de feu important, et donc un risque déjà pour l'humain et ensuite pour les installations. Oui, il y a un danger qu'on méconnaît totalement, en réalité. Enfin, qu'on méconnaît, c'est-à-dire on ignore. Il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ouvre régulièrement nos sites aux visites, pour que les réparateurs puissent avoir une vision de ce qu'est réellement le tri des déchets, et derrière l'orientation vers les bons centres de traitement. Vous organisez régulièrement des visites, donc ça c'est pareil, c'est une bonne manière de montrer, de faire de la pédagogie finalement. Oui, c'est une bonne manière, et en plus ça veut dire que nos sites sont transparents, n'est-ce pas ? C'est ça, transparents et sans risque pour la population extérieure. Ouais. Alors il y a du nouveau dans votre métier. On parlait dans la précédente conférence des pièces de réemploi, de l'économie circulaire, des centres VHU, etc. Mais pour vous aussi, parce que vous captez tout un tas de matériaux finalement, tout un tas de pièces. Est-ce que vous pourriez devenir un opérateur du réemploi ou un intermédiaire pour le réemploi, par exemple ? Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde de près toute la partie réutilisation.
Alors il y a des termes qui sont un peu différents entre la partie véhicule VHU et la partie PHU qui est produit hors d'usage. Donc nous on va plutôt parler de réutilisation et donc de pouvoir finalement remettre effectivement en sur le circulation marché. sur le marché des pièces qui ont été collectées en tant que déchets. Voilà. Comme par exemple, vous pouvez prendre un exemple? Oui, je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, on regarde. Ça ne veut pas dire que ce sera acté demain, mais on regarde notamment sur des pièces de carrosserie. On en parlait tout à l'heure. Enfin, en tout cas, les gens qui étaient à notre place en parlaient tout à l'heure sur la pièce de carrosserie type pare-choc, jantes, etc. Aujourd'hui, il y a des techniques pour pouvoir effectivement, il y a des gens qui savent remanufacturer ces pièces-là. Les réparer, les remanufacturer. Selon un cahier des charges. Vous pourriez être cet intermédiaire-là. C'est pas vous qui allez le faire. On n'a pas vocation aujourd'hui à devenir des carrossiers peintres. Ce serait ça serait quand même assez mal poli et maladroit. Je dirais. Et ce serait un changement d'ADN un peu trop profond et un peu trop instantané. Donc non, aujourd'hui l'objectif c'est surtout, on en parlait, enfin ils en parlaient tout à l'heure sur la partie loi AGEC et sur cette partie de la PIEC. Aujourd'hui, qui de mieux placé qu'un groupe comme Chimyrec pour pouvoir qui va collecter aujourd'hui dans de nombreux ateliers, en tout cas de pouvoir avoir un cahier des charges et reproposer cette pièce-là sur le marché, tout en sachant que la partie réutilisation et réemploi a forcément un bilan énergétique beaucoup plus fort, favorable que la valo matière pure et dure. Tout à fait. C'est intéressant comme évolution, effectivement. Et l'économie circulaire, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspi pour une économie circulaire qui a été précisée par Climat et Résilience de 2022. Vous avez tous ces termes en tête, même si des fois on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais c'est une série d'obligations pour les producteurs de déchets, donc les constructeurs, les huiliers, les manufacturiers, de capter des matières pour réutiliser ces matières en tant qu'apport de matières, mélange avec des matières neuves notamment. C'est pour ça que tous les acteurs qui sont des intermédiaires sont en train de réfléchir à des nouvelles manières de travailler, en gros. Voilà. Oui, on réfléchit différemment, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer à faire ce qu'on fait depuis 60 ans. Mais finalement, il faut repenser le modèle. 65 même du coup. 4 générations la même chose, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on repense ce modèle-là et sur la partie technique, opérationnelle et bien sûr sur la partie économique également. Alors oui, on va revenir très prosaïquement sur quelques précisions sur le tri et la collecte à travers Track Déchets. Est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots? Parce que ça, oui, ça aujourd'hui, Track Déchets, c'est une plateforme qui a été mise en place. Ça, c'est le réemploi. Excusez-moi, j'avais une diapo à vous montrer. On voit là toutes les pièces qui sont possiblement réutilisables. Tout à fait. Voilà. Un éclaté de voiture, finalement, dans le cochon, tout est bon. C'est ce que disait Patrick Poincelet tout à l'heure. Tout à fait. Sur les Je laisse la phrase à Monsieur Poincelet. Dans l'automobile, tout est réutilisable, comme dans le cochon, tout est bon. Mais là, on parlait de Track Déchets. Oui, tout à fait. Sur Track Déchets, donc qui a été une nouveauté donc 1er janvier 2022, mais une application et une souplesse pour une mise en application en juin 2022, qui est la dématérialisation de la traçabilité. Qui a pu perturber certaines collectes parce que entre un coup de tampon sur un document et un code à 4 chiffres informatisé, tout le monde n'était pas encore au point sur la partie automobile, mais aujourd'hui c'est vraiment rentré dans les mœurs. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, et finalement ça optimise les circuits de traçabilité, et puis ça offre aussi une possibilité de montrer qu'il y a énormément de garages qui fonctionnent très très bien. Donc c'est plutôt bien et c'est maîtrisé. D'accord, très bien. Et on va rajouter que au niveau des huiles, on doit être sur Track Déchets depuis début 2024, ce qui permet de passer à vous.
André Zafiro, donc directeur général de Cyclevia, et on va parler maintenant de la filière des huiles justement au sens large, puisque la filière responsabilité élargie du producteur a été nouvellement mise en place. Obligation pour les metteurs en marché de s'organiser donc de manière très précise et traçable, avec notamment soit des systèmes individuels, soit des éco-organismes. Donc Cyclevia, c'est un éco-organisme. Voilà. Alors même chose, hein, vous constatez certainement que les bonnes pratiques ne sont pas à 100% dans tous les ateliers finalement. Alors vous allez nous les rappeler. Ah oui. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Très bien. Alors Cyclevia existe depuis 2 ans maintenant, mais on collecte les huiles depuis plus de 60 ans. Puisque la filière existait, il y avait des collecteurs et l'ADEME organisait cette collecte. La loi AGEC, dont on a parlé tout à l'heure, anti-gaspillage, économie circulaire, a imposé aux producteurs d'en faire une filière REP, donc responsabilité élargie du producteur, en 2020 pour un démarrage 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pollueur-payeur, très simplement. C'est ça, c'est ça. Ou le fait de transférer les coûts d'une filière du citoyen. Quand on a des déchets, on va dans une déchetterie et puis on s'en débarrasse et finalement c'est la collectivité au sens large du terme qui s'en occupe. Eh bien là, on demande aux consommateurs et aux producteurs surtout de l'organiser et derrière d'organiser le plus efficacement possible une économie circulaire, c'est-à-dire de régénérer, recycler pour pouvoir réinjecter dans l'économie et dans la réutilisation. Voilà. Donc Cyclevia existe depuis 2021. Nous avons commencé notre activité en 2022. Et il est vrai que le lubrifiant a été banalisé puisque depuis 60 ans, vous utilisez des lubrifiants et au sein des professionnels de la prévente, eh bien, on fait attention à l'huile neuve que l'on met dans un véhicule, la préconisation du constructeur, de le mettre dans une pièce qui est plutôt propre, etc. Et puis l'huile usagée, on la mettait sur le côté ou dans une vieille cuve ou un vieux fût au fond de l'atelier. À présent, il y a également une responsabilité à avoir pour le professionnel de la prévente, c'est de sécuriser cet espace. Il ne faut pas oublier que même si on utilise de l'huile depuis très longtemps, c'est un produit dangereux, c'est un déchet dangereux qui est inflammable et qui peut avoir des conséquences assez fortes. Ce n'est pas le même produit depuis 60 ans. Aujourd'hui, vous avez plus de 25% d'additifs à l'intérieur d'un lubrifiant. C'est plus inflammable ? Tout à fait. Ah, okay. Qu'auparavant. Et donc, il faut avoir des stockages avec des bacs de rétention. C'est très, très polluant. Avec 1 litre, on peut polluer plus de 1000 mètres cubes d'eau. Ça, c'est à retenir. Donc, c'est très polluant, c'est très inflammable. Il faut le sécuriser, le mettre dans une cuve, mettre sur un bac de rétention, un peu de génie civil pour mettre votre cuve à l'abri, et pour que derrière, les collecteurs, les professionnels puissent venir chercher ce déchet et pour qu'on puisse le traiter de la manière la plus efficacement possible. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez que la plupart des ateliers sont très bien équipés, beaucoup sont mal équipés? Quelle photo on pourrait faire aujourd'hui? La plupart... Sans je veux dire, pointer du doigt, c'est pas l'idée. Non. On voit que la plupart des ateliers sont très bien équipés en ce qui concerne la distribution des huiles. On a tous des surpresseurs, des pistolets, des flexibles, etc. Souvent, l'évacuation de l'huile usagée est bien faite. Par contre, peut-être un peu de professionnalisme au niveau du personnel pour éviter de faire des mélanges. Une bonne huile stockée, une bonne huile usagée stockée en fera derrière une meilleure régénération. Donc évitez de mettre dans la cuve tous les liquides qui passent dans l'atelier, évitez le liquide de refroidissement, évitez les liquides de frein, évitez toute une série de produits chimiques qui n'ont rien à voir avec le lubrifiant. Et en faisant ça, eh bien, les collecteurs peuvent venir chercher une huile usagée de qualité, et une huile usagée de qualité en fait une bonne matière première pour en faire une bonne huile régénérée. Alors en 2023, vous avez quelques chiffres, 122 000 tonnes d'huile usagée collectées auprès des garages, et c'est 51% du gisement national, c'est ça? Tout à fait. Alors ça veut dire, où sont les 49% qui restent? C'est les particuliers? Alors il y a les entreprises, transporteurs, TP, l'agriculture, il y a également l'industrie, il y a également les déchetteries, tout ce que l'on peut acheter en grande surface et ramener en déchetterie. Mais le plus gros gisement est celui des professionnels de la prévente, donc notre auditoire aujourd'hui.
Et c'est vraiment, pour nous, c'est une clientèle, puisque c'est avec vous que l'on retirera le plus d'huile possible que l'on pourra retraiter derrière. Avant la loi AGEC, 70% des huiles pouvaient aller à la régénération et au recyclage pour les huiles claires. Aujourd'hui, on peut être à plus de 80%. Voilà, vous avez là aussi une diapo à montrer, hein, avec le claim « Devenez acteur de l'économie circulaire », c'est-à-dire aujourd'hui, on régénère énormément. Tout à fait. La loi nous l'impose. Et parce que la loi nous l'impose, notre devoir est de vous informer, vous demander de devenir un vrai acteur. Avant, le professionnel de l'après-vente se débarrassait de son déchet. Aujourd'hui, c'est un acteur, c'est un maillon essentiel. Vous n'avez plus un déchet entre les mains, vous avez une matière première. Cette matière première, nous, on va la récupérer et demain, on sera fiers de la réintégrer dans de l'huile. Je sais que depuis 60 ans, l'huile régénérée n'est pas très bien vue. Lorsqu'on disait « j'utilise de l'huile régénérée », c'était pas utiliser de l'huile de qualité. C'était plutôt l'huile dégénérée à l'époque. C'est ça. Et pas pareil aujourd'hui. Même s'il y avait des fabricants qui en incorporaient dans leurs huiles neuves, ils n'étaient pas fiers de le faire. Eh bien, tout ça va changer dans les années à venir. Vous avez des gammes d'huiles régénérées qui sont sorties. Aujourd'hui, vous avez Fuchs, Motul, Total qui sortent des gammes d'huiles régénérées. Vous avez des professionnels. C'est hyper intéressant. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure de pièces de réemploi, on parlait d'économie circulaire. Proposer à des automobilistes qui ont des voitures anciennes de l'huile régénérée, c'est parfait. Voiture ancienne et voiture neuve. Voiture ancienne, je veux dire, oui, voiture neuve aussi, sans doute, qui peut le plus, peut le moins. Regardez, Stellantis commence à homologuer sur ses véhicules neufs de l'huile régénérée. Donc, ça veut dire qu'une nouvelle ère est devant nous, une nouvelle ère est ouverte par rapport à ce type de produit. Et donc, profitons-en, parce qu'on sait qu'on est dans une industrie qui a une mauvaise image. Eh bien, par ce biais-là, on peut apporter notre pierre. Vous nous faites sourire. Mais le réparateur, lui, il ne connaît pas Cyclevia. Il connaît des collecteurs locaux, régionaux, c'est ça? Vous n'êtes pas une marque aujourd'hui qui intervient en direct avec le monde de la réparation? C'est ça. Ou bien vous me détromperez? Alors, on intervient dans le métier métier de la réparation, mais c'est pas organisez. grave que vous ne connaissiez pas. Parce que le but n'est pas de vendre un produit, nous sommes une société privée, mais à but non lucratif. Nous avons été créés par les fabricants d'huile. Donc derrière, notre but est de passer des messages, de vous faire prendre conscience que vous n'avez plus un déchet à mettre à la poubelle, mais vous avez un déchet qui sert en matière première. Donc vous faites appel à des collecteurs qui sont agréés par l'éco-organisme, Chimirec en est un parmi d'autres. Et donc derrière, il suffit d'aller sur notre site, il suffit de s'intéresser pour que votre huile prenne le meilleur chemin possible et pour que nous puissions l'utiliser derrière. Donc vous ne nous connaissez pas, maintenant vous connaissez un petit peu Cyclevia, mais le plus important est que vous connaissiez le chemin que prend votre déchet une fois que vous l'avez mis dans la cuve. Alors il y a aussi la problématique des bidons d'huile, hein. Les bidons souillés. Les réparateurs payaient jusqu'à présent la collecte, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Autre bonne nouvelle. Alors, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça sera plus le cas demain. J'anticipe un tout petit peu. Dans l'idée de faire sourire, c'est vrai, il ne faut pas non plus raconter des histoires. Non. Tout ce que l'on vous dit. Alors quand on dit aujourd'hui, c'est quand vos bidons d'huile vont dans une benne et derrière, ces bidons sont retraités, lavés, etc. Et souvent incinérés ou donnés à la valorisation énergétique. Demain, notre ambition au niveau de Cyclevia est de récupérer les bidons d'huile, donc les emballages primaires, de faire une REP contenu-contenant, parce qu'on sait bien que quelqu'un qui utilise de l'huile, forcément, il ne la met pas dans ses poches. Donc soit il a une cuve et il faut qu'il soit gros, soit c'est bien un contenant qui est dans son garage pour pouvoir l'utiliser. Bien, demain, Cyclevia a demandé à l'État d'être agréé également pour ces bidons. Et notre but ultime est de développer des lignes pour pouvoir recycler ces bidons d'huile et en mettre une partie dans nos bidons d'huile neuve. Oui, pardon, j'allais un peu vite, donc je répète, on paye toujours pour la collecte des bidons. Je suppose que s'il y a eu des professionnels de la prévente ici, ils savent qu'ils payent assez cher pour faire enlever leurs bidons. Pardonnez-moi, c'est de mon j'étais trop enthousiaste là sur le coup. Mais c'est pas moi qui prend en charge.
Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions sur les lubrifiants et sur cette structuration de filière issue de la responsabilité élargie des producteurs. Vous voyez bien, et quand on dit plus de 90% des huiles sont régénérées, c'est quand même assez génial. Et effectivement, de multiplier les gammes ensuite en revente, donc en aftermarket, en rechange, ça aussi c'est une réflexion qu'il faut avoir. Quand on voit, ça c'est une réflexion de journaliste, hein, c'est-à-dire vous avez des clients qui ont des VO, des véhicules d'occasion de plus en plus anciens, vous avez des gens qui ont des voitures qui n'ont plus de cotation de prix, les voitures n'ont plus qu'une valeur vénale, 4 000 €, 5 000 €. Ces gens-là sont tout à fait... mais monsieur tout le monde d'ailleurs est preneur d'économie circulaire aujourd'hui, c'est un besoin montant de la société. Donc, proposer de la pièce de remploi, proposer des huiles régénérées, proposer tout ce qui peut exister en termes de rapport qualité-prix et aussi bon pour la planète, c'est vraiment une très forte évolution de la filière. On va aborder maintenant les déchets non dangereux avec vous, Emmanuelle Saut, directrice commerciale industrie de Praxi. Alors quand on dit directrice commerciale industrie, ça sous-entend qu'il y a d'autres services commerciaux déjà. Praxi est organisé d'une certaine manière que vous allez d'abord nous expliquer en quelques mots. Donc Praxi est organisé effectivement en 3 services commerciaux qui répondent aussi à une actualité et au fonctionnement de nos clients, puisque nous avons un service qui est dédié aux éco-organismes, donc toutes les filières REP, et il y en a de nombreuses en dehors des activités automobiles. Un service dédié à des clients énergie avec des demandes et des besoins spécifiques, puisque là on parle plutôt de centrales nucléaires, de centres d'essais atomiques, donc on est sur des domaines qui nécessitent une organisation particulière. Vous ne collectez pas des déchets radioactifs quand même. Non, on collecte tous les déchets. déchets. Dans le genre non dangereux. Non, c'est encore un aspect, une réglementation à part. Totalement différente. Et ensuite, le service industrie, en fait, on va nous travailler sur toutes les autres filières hors éco-organismes et énergie. D'accord. Et Praxi, en fait, est une société commerciale qui représente 20 entreprises indépendantes de la gestion des déchets sur le territoire national. D'accord, très bien. Alors, vous vouliez nous parler de la production des déchets en France, déjà, pour fixer un peu le cadre. On a pris un petit peu les derniers... alors, ça peut sembler ancien, mais ça date de 2020, mais c'est le dernier rapport ADEME. On est donc sur 310 millions de tonnes de déchets au total, dont une grosse produit partie... en France, hein, oui, produit en France, oui. Une grosse partie sur les déchets de construction. Et on est sur 4,6 tonnes de déchets par an par habitant. Donc, pour vous imager, ce chiffre-là, ça représente le poids d'un éléphant d'Asie adulte. D'Asie, hein. D'Asie. Ceux d'Afrique sont un peu plus gros. Voilà, avec les oreilles. Voilà. Et là-dessus, on a toute la partie mâle. Chez les femelles sont voilà. Il n'y a Voilà. pas la parité encore chez les éléphants. Non, mais c'est important. Et de la même façon, les déchets produits au niveau de tout ce qui est activité commerciale au sens très large, hein, c'est le sens de l'ADEME, on est à peu près sur une moyenne de 90 kilos par an par structure, et ce qui, pour le coup, représente le poids d'un éléphanteau à la naissance. Voilà. Décidément. On reste dans l'animalier. Ça nous permet de retenir les choses. C'est ça. Donc, on peut... Hop, on avance. Alors, on passe maintenant au flux de déchets. Alors, 5 flux, ça veut dire 5 produits, enfin 5 familles de produits. Alors, 5 flux, oui. En fait, la notion de flux est née de l'évolution de la réglementation dans la gestion des déchets. Car, comme le disait Aurélien tout à l'heure, on a les mêmes points de départ, 75, 92, toutes les évolutions réglementaires liées au Code de l'environnement. Et on a ensuite eu vraiment une séparation qui a été voulue au travers de flux de déchets. Donc 5 flux à partir de 2016, tout ce qui est fibreux, c'est-à-dire papier-carton, la partie plastique, essentiellement plastique d'emballage, les métaux, le verre et le bois. Sur la partie métaux, je dirais que les choses étaient là depuis bien longtemps, hein, puisque la plupart des entreprises qui sont devenues des entreprises de gestion de déchets étaient initialement des chiffonniers et des ferrailleurs. Donc la structure était bien en place.
Et l'importance de cette directive 5 flux, c'est que ces flux doivent être séparés, triés dès la production et collectés séparément. Donc on revient sur les mêmes règles que pour les déchets dangereux. Un déchet non dangereux correctement séparé, correctement trié avant collecte, va suivre directement sa filière de recyclage et de transformation en matière première. C'est pour ça qu'on appelle ça des flux, c'est parce qu'ils sont séparés et qu'ils ont chacun leur filière de recyclage. Et donc plus les déchets sont triés à la source, meilleur est le recyclage de ces déchets. Alors dans un atelier automobile, on a les 5 flux de toute façon. Hein. On sait bien qu'on a même des palettes en bois parfois, donc on doit trier aussi du bois. Alors la palette en bois, en principe, elle est assez facilement reprise. Des chutes de bois. Voilà, le verre, on est beaucoup sur du verre pare-brise, qui est relativement bien trié aussi. Les métaux, oui. La partie plastique, c'est plus complexe. Parce on peut au niveau d'un atelier avoir différents plastiques. On va avoir du plastique d'emballage pour tout ce qu'on réceptionne, et on va aussi après avoir la partie plastique pare-choc. Et les papiers cartons, on a les cartons d'emballage. Alors avec la difficulté de effectivement souillé, pas souillé. Voilà, parce que un carton qui est souillé d'huile, par exemple, n'est plus un carton recyclable dans la filière des papiers cartons. Des non dangereux. Des non dangereux. Quelles sont les conséquences, justement? C'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on mélange un souillé avec un non souillé, comment est-ce que ça va être facturé? Typiquement, si on reprend l'exemple du carton, s'il est souillé d'huile, s'il est souillé de peinture, au lieu d'avoir un déchet qui va être recyclable, qui va pouvoir permettre de produire de nouveau du papier ou du carton, il faut savoir que la fibre avec laquelle on fabrique, voilà, merci, le carton ou le papier, elle a 7 vies. Elle peut être régénérée 7 fois. Mais si elle est tachée d'huile, si elle est tachée de peinture, c'est fini. Ce qui va prévaloir au titre de la réglementation, ça va être le déchet dangereux dont sera souillé ce carton, donc ça va repasser en déchet dangereux. Et au niveau de la facturation du réparateur sur ces déchets, ça va être facturé en déchets dangereux. Plus cher donc. C'est-à-dire que sur un carton, on peut, en fonction de l'évolution des cours des matières premières secondaires, avoir un coût à 0 sur le traitement, voire une valeur de reprise, donc une partie de rachat. Après, on va être sur du prix de déchets dangereux. Donc là, on n'est plus de 1 à 10, on peut être de 1 à 100 ou de 1 à 150. Aurélien Dumarche, oui. Vous acquiescez. Oui, on peut. On est effectivement, il y a un impact financier qui est très élevé, puisqu'on peut faire alors tu disais du x100, je dirais même plutôt du x700 ou x800. Ah bon, carrément. J'ai pas osé aller aussi haut. Alors attendez, je reformule. Quand un réparateur fait des mélanges dans les cartons, il peut se voir facturer 700 fois plus cher Ça passe d'un déchet potentiellement valorisable à un déchet valorisable financièrement, à un déchet qu'il paye de manière onéreuse, puisqu'il est considéré en déchet dangereux. Le meilleur moyen de savoir si les collaborateurs d'un atelier trient bien, c'est de vérifier la linéarité, si les factures sont linéaires ou si elles montent, par exemple. Et le déclarer les potentielles non-conformités et du coup déclassement de déchets. Parce que le principe qu'on a quand même, c'est pas uniquement d'envoyer une facture à nos clients avec un coût 700 fois plus élevé, c'est aussi systématiquement de leur transmettre des fiches de non-conformité pour les alerter sur le fait que les déchets n'ont pas été bien triés. Il ne faut pas faire comme les opérateurs téléphoniques qui disent « Ah, vous êtes allé à l'étranger, on vous fait une facture de 2 000 €. D'ailleurs, ça n'existe plus. Ils n'ont plus le droit de le faire non plus. Voilà. Alors, on va continuer sur les flux suivants. Voilà, on est donc passé ensuite aux 7 flux, alors avec 2 flux qui nous intéressent moins par rapport au public d'aujourd'hui, qui sont le plâtre. Un réparateur produit peu de plâtre, globalement, quand même, en tant que déchet. Oui, parce que même quand il fait des travaux... On répare rarement avec du plâtre un problème de carrosserie. On a déjà vu ça dans des chaînes YouTube un peu satiriques, mais pas plus. Mais même quand vous faites des travaux, c'est l'entreprise de travaux qui est responsable des déchets et pas qui récupère.
Voilà. Fraction minérale. Fraction minérale, donc plate fraction minérale, et on a une évolution, enfin on a déjà eu une évolution avec 2 flux complémentaires, tout ça est encore issu de la loi AGEC, qui sont les biodéchets et les déchets textiles. Donc les biodéchets qui sont... Alors le sandwich du collaborateur qui mange le midi dans l'espace restauration de l'entreprise, quand il y en a un. Eh bien aujourd'hui, il ne doit plus aller dans la poubelle d'ordures ménagères. Il doit aller dans un collecteur spécifique. Là quand même, je vais dire, on nous casse un peu les pieds, non? Alors, non, ça visait la restauration. Oui, voilà. Alors oui et non, mais à aujourd'hui l'obligation, au départ elle était pour la restauration, aujourd'hui elle est étendue à toutes les entreprises. Alors après, il faut un petit peu démystifier les choses, c'est-à-dire que on voit se mettre en place à aujourd'hui des entreprises qui ont résolu le problème en mettant un composteur. Voilà. Okay. Sur des zones d'activité, des entreprises qui se regroupent pour avoir un système de compostage mutualisé, avec une gestion, et après il y a toujours la possibilité, en fonction du volume, de faire appel à un prestataire qui va mettre à disposition un contenant spécifique. Il faut savoir que logiquement, vous devriez tous avoir ça chez vous, puisque c'est une obligation aussi sur le tri des biodéchets ménagers depuis le 1er janvier de cette année. C'est vrai. Ça se met en place doucement au niveau des collectivités. Il faut aussi voir, parce que certaines collectivités qui mettent en place la collecte des biodéchets acceptent aussi d'y intégrer les entreprises. Donc ça, c'est des choses à voir vraiment au cas par cas, localement. Ok, très bien. Donc ça concerne tout le monde, effectivement. Tout à fait. Ok. Les textiles, il faut quoi? Un Alors, panier? Qu'est-ce qu'on fait? Les textiles... Les EPI qui sont usagés, oui. Voilà. Les textiles, ça se met en place et ça va faire partie aussi des éléments qui seront pris en charge par une autre REP et d'autres éco-organismes type Refashion. D'accord. Sur lesquels... Refashion, oui. Alors qui est plus tout de suite ça parle, hein. qui est plus destiné logiquement aux textiles des particuliers. Des particuliers. Okay. Mais voilà, peut-être une brèche qui va s'ouvrir là-dessus. Pour l'instant, c'est pas, enfin pour nous encore, c'est pas très. Non, Aurélien, t'as pas l'air de d'être dans le même. Non, c'est juste qu'aujourd'hui... On va pas se perdre quand même. Non, c'est juste que les compagnons dans les ateliers ont plus des vêtements de travail qui sont repris par des sociétés souvent, voilà, régulièrement. Soit on a ses propres équipements, soit on passe par une société type Eli ou autre. Enfin, oui, je pense pas qu'il y ait des vêtements de travail qui puissent être remis dans des friperies pour le... Ça existe, hein. On en trouve dans les magasins de seconde main des tenues de réparateurs automobiles, etc. Il y en a, hein. Aujourd'hui, demain, ça sera différent. Donc, il faudra de toute manière collecter. Demain, il y aura une organisation différente, mais effectivement, il y a quand même beaucoup d'ateliers qui passent aussi par des fournisseurs de vêtements de travail. Donc, ce sont plus ces gens-là qui. Mais ça pourra peut-être changer les règles aussi avec vos fournisseurs de vêtements de travail. Voilà, mais ce sera eux qui géreront dans ces cas-là. Logiquement. Ok. Vous aviez encore autre chose à nous présenter sur les déchets non dangereux ou on arrive au bout? Je crois qu'on arrive au bout. On arrive au bout. C'est suffisant parce que quand même, 5 déjà, pour être ok sur les 5, il y a déjà un certain travail à faire. Et juste retenir une règle fondamentale dans la gestion des déchets, quelle qu'elle soit, que ce soit les déchets dangereux, les huiles ou les déchets non dangereux, c'est un déchet, un contenant, et on ne mélange pas les choses pour pouvoir les valoriser et les recycler correctement derrière. Le bon sens dont on parle bien souvent en ce moment, n'est-ce pas? On va parler maintenant de refacturation avec vous, Aurélien Bernaudot, Calix Conseil, société qui existe depuis 25 ans. Vous êtes 12 personnes chez Calix. Et notamment, vous êtes bien connu du groupe Volkswagen qui a mis en œuvre il y a bien longtemps la démarche Charte Éco, qui est une démarche d'environnement, environnementaliste, de développement durable. VV a fait partie des pionniers, il faut bien le dire, chez les constructeurs. Oui. Et vous avez un vrai savoir-faire, une vraie compréhension du milieu automobile. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et ce que vous proposez. Alors, tout à fait. Et après, on parlera de refacturation des déchets. C'est ça qui est important. Pour compléter un petit peu la présentation et qui explique aussi, on est bien au fait des problématiques des garages, des concessionnaires ou des constructeurs automobiles. On est issu, en fait, du CNPA, qui s'appelle Mobiliance maintenant, donc un syndicat professionnel du secteur automobile aval. Que tout le monde connaît, bien sûr. Voilà, et qui est présent ici avec un stand et je vous invite à aller les rencontrer.
même si vous n'êtes pas adhérent, pour justement comprendre un petit peu les accompagnements qui peuvent être proposés, aussi bien juridiques que sur les sujets environnementaux et sécurité. Et donc nous, on accompagne beaucoup le secteur automobile, pas que, c'est environ 60% de notre chiffre d'affaires. Et l'un des pionniers, effectivement, avec le contrat garage qui était proposé par le CNPA et qui a aussi mis en place des gestes de tri avec des partenaires. Exactement, par Mobiliance. Qui a mis en place effectivement des aides à l'accompagnement des garages. Volkswagen, il y a effectivement 25 ans, a décidé de se lancer dans un programme qui s'appelle la Charte Éco. Et la Charte Éco, effectivement, c'était l'idée, c'est de venir aider les réseaux de réparateurs agréés, donc ceux du groupe Volkswagen, à améliorer les gestes de tri, donc référencer des partenaires que sont Fraxi, que sont Chimirec, et redistribuer une prime pour les réparateurs qui faisaient correctement les gestes de tri. Alors disons-le très clairement, vous êtes aujourd'hui ici parce que via AutoEco, vous êtes prestataire donc sur la refacturation du coût des déchets. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un savoir-faire technicien en quelque part, une méthodologie qui a été d'ailleurs donc défendue en son temps et validée auprès des pouvoirs publics par Mobiliance. À l'époque, c'était donc le CNPA. Tout à fait, auprès de la DGCCRF. Voilà, auprès de la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Et l'idée, c'est de dire, il y a une manière de refacturer les déchets, il n'y en a pas 36. Alors, il y a deux méthodes qui coexistent. Il y en a deux. Mais les principes généraux de la mise en place d'une refacturation sont les mêmes dans les deux cas. D'abord, il faut avant tout, avant de parler de refacturation, il faut savoir est-ce que le site trie correctement ses déchets. Et je renvoie à ce qui a été présenté par Aurélien Dumarche et Emmanuel Sau, aussi bien pour les déchets dangereux que non dangereux. Mais si les gestes de tri ne sont pas en place, comment peut-on justifier à un client qu'on lui refacture un service qui n'est pas réalisé? Et sans parler des contraintes environnementales ou de la moindre valorisation environnementale de ces déchets qui sont non triés. Alors souvent les garages me disent à ça, mais comment vous allez vérifier qu'on respecte bien les gestes de tri? Vos prestataires déchets le vérifient pour nous lorsqu'ils vous facturent des montants exorbitants pour des déchets mélangés. Malheureusement, ça peut arriver. Oui, parce que les gestes de tri n'ont pas été mis en place, donc c'est logique à un moment que les conditions d'acceptation des déchets n'étant pas remplies, les prix de reprise diffèrent. Augmentent. Effectivement, donc c'est principalement déjà dans le premier temps vos prestataires déchets qui vont nous indiquer effectivement si les gestes de tri sont respectés ou pas. Et puis ensuite, il y a la facture, parce qu'à un moment, on va être amené à étudier vos factures déchets, puisque effectivement, le service... pour refacturer, c'est sur la base de ce que le réparateur paie. Exactement, ça doit partir des coûts réels d'exploitation. Ouais. Donc le calcul doit prendre en compte les coûts réels d'exploitation. Ouais. Ce qu'on voit, ce qui est en place historiquement sur la facturation des coûts déchets, c'est on a récupéré le montant qui était validé par les assureurs dans le cadre des prestations assurance, donc un montant fixe, et le garage l'a appliqué à tous ses clients particuliers. Il faut savoir que si un client vous autorise et vous valide que vous puissiez refacturer un montant déchet, les assurances, ce montant-là ne rentre que dans ce cadre de la prestation assurance. Parce que le client a, en amont, dit « j'accepte » que vous me facturiez ce montant-là. Oui, on ne peut pas l'étendre aux autres prestations, du coup, notamment pour la mécanique. Exactement, voilà. C'est là où les règles de la DGCCRF ne seront pas respectées, puisque du coup, on affectera le même montant au client et surtout, ça ne sera pas proportionnel effectivement aux factures et aux coûts de chaque site. Donc, il y a des exigences opérationnelles, le tri, il y a des exigences organisationnelles. Il faut que le client soit averti préalablement, il faut que ça soit clair et limpide. Il faut aussi que sur la facture, on ait une identification claire des frais de participation coût déchets. Le client ne peut pas découvrir, comme pour les factures téléphoniques à l'étranger, à la fin, sans comprendre vraiment, dans des frais divers, ce qui représente la partie facturation déchets. J'ai l'impression que c'est de plus en plus clairement affiché dans les factures des réparateurs. Oui, mais sous réserve qu'effectivement, ça ne soit pas un montant fixe. Malheureusement, la plupart du cas, on a toujours ce montant fixe. Donc ce montant fixe indique deux choses. Un, qu'a priori, les coûts d'exploitation n'ont pas été pris en compte pour le calcul. Deux, qu'il n'y a pas une notion de proportionnalité. Oui, tout à fait. Et ça aussi, c'est un troisième élément qui est important dans la mise en place d'une refacturation des coûts déchets. C'est qu'un client qui génère peu de déchets payant sur sa prestation ou un client qui en génère beaucoup ne peuvent pas payer la même chose, ça paraît logique,
puisqu'ils n'ont pas contribué de la même manière à votre facture déchets. Quelqu'un qui fait 1 500 € de réparation sur une voiture, il ne paiera pas le même pourcentage que quelqu'un qui fait une vidange, quoi. Alors, effectivement, le montant de la prestation peut être un bon indice, mais il y a aussi la catégorie de prestation qui est à prendre en compte. Je viens faire un diagnostic électronique parce que j'ai une alarme sur mon véhicule. Hormis la housse de protection du véhicule, si elle est encore mise en place, a priori, il y a très peu de déchets générés par cette prestation. Donc, la refacturation, elle est compliquée à mettre en place. Oui. Je viens changer une batterie, la batterie faisant partie des déchets qui sont valorisés économiquement. Je gagne de l'argent sur la batterie. Je ne peux donc pas refacturer un coût déchet là où mon prestataire me reverse de l'argent pour la collecte des batteries. D'accord. Mais alors ça, comment est-ce qu'on peut le savoir ? On se connecte sur le site l'interface que vous proposez pour le monde de la réparation. Exactement, pour et tous les réseaux. On peut savoir pour toutes les catégories de réparation. Alors non. Non. Comment ça marche ? Comment on peut savoir ? C'est compliqué ça. Alors, pour ceux qui veulent être accompagnés et dont le réseau est déjà membre d'AutoEco, ils peuvent passer par AutoEco pour solliciter un conseil à la refacturation. Et à ce moment-là, on interviendra. Pour les garages Volkswagen, spécifiquement, eux, c'est intégré au programme Charteco. Et donc, en se connectant sur AutoEco, ils peuvent eux-mêmes indiquer leur coût déchet ou être accompagnés de nouveau par Calix sur ce sujet-là. Pour les autres, qui éventuellement appartiennent à des groupes qui ne sont pas partenaires d'AutoEco, ils peuvent effectivement contacter des bureaux conseils tels que le nôtre. Et à ce moment-là, on les aidera à comprendre sur quelle typologie de prestations ils peuvent mettre en place la refacturation, vérifier que les conditions de tri sont bien respectées, les aider à communiquer aux clients préalablement et sur la facture, et surtout leur communiquer un taux de refacturation par activité. Et c'est là où je disais au début, il y a deux méthodes qui coexistent. La méthode que nous on applique, qui est de rapprocher effectivement les coûts déchets du chiffre d'affaires et d'avoir en fait un taux qui puisse être appliqué à la facture, donc au montant total. Donc c'est vrai qu'on part du principe que plus le client va payer par rapport à sa prestation, plus il va générer de déchets dangereux, sous réserve que sur les catégories de prestations, on ait des déchets payants. Donc là, c'est à travailler effectivement avec chaque garage, chaque groupement de garage, pour bien vérifier qu'il y a une codification de prestations. Codifier les prestations. Exactement. Des fois, c'est le cas. La plupart du cas, c'est déjà le cas. Mais parfois, ils n'ont pas suffisamment de distinction entre les prestations pour identifier si on est sur la prestation générant du déchet payant ou pas. Est-ce qu'il y a la possibilité d'automatiser cette démarche avec les éditeurs de catalogues, de logiciels de gestion les DMS, garage. effectivement, travailler avec son DMS. Alors quand c'est pour un garage unique, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement le coût va être important. Exactement, il va falloir l'impacter. Par contre, pour un réseau, pour un constructeur qui gère un réseau, là effectivement, il y a toute une logique de pouvoir effectivement travailler avec les fournisseurs de DMS pour que le logiciel puisse automatiser à la fois la liste des prestations qui doivent générer des coûts. La codification. Exactement. Avec le taux de et avec les taux, effectivement, qu'on aura calculé. La fin, on sort une facture et c'est fait. C'est ça, effectivement. Ça, c'est bien. Ouais. Ça serait l'idéal. C'est l'idéal. C'est pas encore tout à fait le cas partout. Et c'est le travail, effectivement. Par exemple, je me suis laissé dire que vous êtes partenaire du réseau 5 Star depuis le début de cette année. Ouais, on intervient. Vous allez mettre en place ce type de... Alors, avec le réseau 5 Stars, on intervient effectivement sur leur projet de certification RSE. Donc, dans RSE, il y a il y a environnement. Donc, ça peut être effectivement une des pistes qui sera retenue pour la démarche RSE. Très bien, très bien. Bah écoutez, c'est très clair. Merci de ces informations et merci, madame, messieurs. On va vous laisser poser vos questions. Et pour ça, j'ai un micro très rigolo. Ça s'appelle la Catchbox et donc je vous l'envoie et vous posez la question. Non, je plaisante. Mais c'est la nouvelle manière de trouver de l'interactivité. Qui veut poser une question dérangeante, pas dérangeante, pratique, pas pratique, réagir à ce qu'on vient de vous présenter sur les déchets? Oui. Ah, Speedy a beaucoup de demandes à faire. Tenez. Bonjour à tous. Donc je travaille pour Speedy, pour ceux qui n'étaient pas là à la réunion précédente. Un certain nombre de déchets dans les ateliers de réparation ont une valeur de rachat. Avec les évolutions des ambitions en matière de réemploi, est-il prévu d'étendre cette valorisation à d'autres typologies de produits? Voilà une bonne question. Ça vous arrangerait?
agricole. Qui va répondre à ça? Aurélien Dumarche. Aujourd'hui, sur la partie réemploi, cette partie réemploi n'a d'intérêt finalement que de réemploi ou de réutilisation n'a d'intérêt que s'il y a un avantage économique derrière. Donc, il y a deux choix. Soit effectivement il y a une valorisation sur ces produits. Alors, on travaille sur beaucoup de produits, mais il y en a que je ne peux pas citer puisque du coup on est encore en projet. Mais si c'était un produit qui était déjà valorisable, l'objectif est d'augmenter sa valorisation économique. Bien sûr, hein, j'entends quand je dis valorisation, là je parle d'économie. Ou alors de réduire son coût aux producteurs. Alors il y a deux choix qui sont étudiés. Il y a soit le choix de dire je prends les déchets de ce réseau, je sais que dans ce réseau type Speedy, j'ai tel déchet qui est réutilisable ou réemployable, et donc dans ce cas-là, je peux isoler ces déchets-là. C'est la partie la plus compliquée. Soit on massifie sur l'ensemble des clients et ça fait une réduction plutôt globale des coûts. Mais l'objectif, effectivement, est de pouvoir associer la partie réutilisation ou réemploi à la partie économique derrière. Donc pas forcément sur de la valorisation économique, mais en tout cas sur une réduction de coûts lorsque c'est possible. Oui, c'était une question qu'on pouvait se poser tout à l'heure quand on parlait aussi du réemploi. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un bonus pour un réparateur qui fait attention justement à vous spécifier, enfin, à ne pas... Donc la réponse est à vous oui, permettre le réemploi. La oui, réponse partiellement. est oui, partiellement. Ok. Autre question, autre réaction. Qui veut utiliser la catchbox? Personne. C'était sympa, non, comme sujet quand même, hein, malgré, on parle de déchets, vous vous rendez compte, 1 heure ensemble là-dessus, génial. Merci à nos intervenants qu'on peut applaudir. Et je vais donc vous souhaiter une excellente journée sur les rencontres de l'environnement automobile. Vous souhaitez aussi un bon appétit. Je sais qu'il y a un restaurant au-dessus avec un rooftop, donc on va se régaler. Et je vous donne rendez-vous à 14h pour la 3e conférence de la journée qui portera sur les batteries des véhicules électriques, leur mise en sécurité, leur collecte, leur recyclage, point d'interrogation. Hyper intéressant. Soyez donc présents. Très bonne journée.